Nous avons parcouru ensemble dans ce cours merveilleux de l'initiation à la pratique de la psychothérapie en counseling ou à la pratique thérapeutique en counseling. Nous avons parcouru ensemble 4 étapes principales. La première était l'établissement et le développement de la relation thérapeutique, qui commence par le premier contact avec le client ou la personne en détresse, l'écoute de sa problématique, mais aussi l'enregistrement des informations concernant cette personne, son histoire, sa famille, etc. Bref, l'établissement de la relation entre le thérapeute et le client. Puis après avoir établi cette relation, on développe progressivement la relation thérapeutique en explorant ensemble avec le client son problème. On écoute son problème, on explore son problème, et quand vous écoutez son problème, vous avez plusieurs oreilles. Tout en l'écoutant, voyant sa gestuelle, vous avez plusieurs oreilles. Vous avez l'oreille affective qui écoute son état affectif, qui écoute sa situation affective, qui discerne sa situation affective, l'oreille émotionnelle qui écoute ses émotions, l'oreille cognitive qui écoute ses problèmes au niveau de la cognition, au niveau des connaissances, etc. S'il n'y a pas de troubles de connaissances, de problèmes de connaissances, ou des préjugés, de fausses pensées sur elle-même, sur les autres, etc. Les problèmes comportementaux qui regardent l'écoute de la situation comportementale qui fait attention au comportement de la personne dans sa relation avec elle-même, avec les autres, à son travail, etc. Et aussi, vous avez l'écoute relationnelle, l'écoute de situation relationnelle, sa relation. Et vous savez, dans sa relation, nous avons étudié avec vous une méthode très importante, l'analyse transactionnelle, qui nous permet de voir si cette personne a l'habitude d'établir une relation parent-enfant, comme parent-contrôleur ou parent-nourricier. Vous voyez, parent critique, contrôleur autoritaire, ou parent-nourricier, libéral, etc. Et où il a l'habitude d'établir des relations enfant-parent. Donc, cette personne peut être un enfant soumis, un enfant discipliné, ou un enfant naturel, ou un enfant rebelle. Ou encore des relations d'adulte à adulte. Vous voyez, ou d'adulte à parent, d'adulte à enfant. Donc, vous, dans votre écoute, vous permet justement de commencer à comprendre le problème, à faire ce qu'on appelle l'évaluation du problème. Et après avoir bien évalué et compris le problème, ou compris et évalué le problème, troisième étape, vous définissez les objectifs du traitement. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Voici les objectifs que nous voulons atteindre. Si ce sont des objectifs au niveau émotionnel, des objectifs au niveau cognitif, des objectifs au niveau comportemental, au niveau relationnel, etc. Et au niveau familial, quels sont les objectifs que nous voulons atteindre? Améliorer par exemple les relations affectives, les relations émotionnelles, améliorer la communication, améliorer le comportement, gérer la colère, ou, etc. Transformer, n'est-ce pas, l'individu se transformer, donner à l'individu la possibilité de se transformer, lui qui est un méchant individu doux, capable d'accueillir les autres, etc. Donc vous avez, alors, après avoir fixé les objectifs à atteindre, commencent les interventions en counseling. Et c'est là qu'il faut choisir les interventions. Je vous ai donné plusieurs interventions que vous avez étudiées en théorie et pratique de counseling. Vous avez étudié les interventions de niveau personnel, si vous voulez, les interventions au niveau émotionnel, les interventions au niveau cognitif, les interventions de type plutôt cognitif, de type émotionnel, et les interventions de type comportemental.
nous avons ajouté ces interventions, les interventions de type émotivo-comportemental, émotivo-cognitive. Vous avez aussi les interventions de type systémique, surtout au niveau des familles, et les interventions d'analyse transactionnelle. Alors, tous ces types d'interventions sont des outils qui sont à votre disposition. Vous devez savoir, je sais même si vous utilisez 2-3 types d'interventions, vous devez savoir pourquoi, quand et comment les utiliser. C'est très important. Par exemple, si je veux chercher à comprendre la relation entre parents et enfants, évidemment, je vais utiliser l'analyse transactionnelle. Je peux aussi utiliser l'analyse transactionnelle pour le comportement entre patron et ouvrier ou secrétaire dans un travail, dans une entreprise, lorsque les deux sont en conflit et veulent un counseling pour améliorer la qualité de leur travail. Je peux utiliser cette intervention aussi entre capitaines et sergents dans l'armée en cas de conflit pour gérer leur conflit et arriver à les aider à améliorer leurs relations. Voilà, donc vous choisissez les types d'intervention et à la fin, vers la fin de votre intervention, vous devez commencer, ou chaque jour même, à évaluer, c'est la 5e étape, évaluer votre intervention ensemble avec les clients pour savoir si vous progressez vers le but, les objectifs que vous êtes fixés ou pas. Vous devez évaluer que pensez-vous de l'intervention de la fois passée? Qu'est-ce que nous avons traité la fois passée? Est-ce que nous avons progressé dans tel ou tel domaine dans lequel vous avez des difficultés ou des problèmes? Voyez-vous, vous êtes en train de traiter avec l'individu ses propres problèmes tout en évaluant vos différentes interventions. Puis arrive alors ce qu'on appelle la fin de l'intervention, et c'est l'objet de cette leçon, la fin de l'intervention qui est suivie parfois par un travail de suite thérapeutique. La fin de l'intervention est un stage qu'on peut appeler transitionnel. On n'arrête pas une thérapie de façon brusque. On le fait toujours en consultation. Après avoir défini le nombre d'interventions qu'on va faire, par exemple 12 interventions, quand on arrive à la 11e intervention, on commence à parler de la fin, même déjà à la 10e intervention, on commence à parler de la fin de l'intervention et de la suite. Alors, théoriquement, l'intervention se termine quand le client dit que je suis vraiment comblé, satisfait, j'ai atteint les objectifs que je voulais atteindre avec vous, que je voulais réaliser avec vous, et maintenant on peut terminer. Et là, on est tous satisfaits. Mais il y a des moments où il y a des interventions dans lesquelles le client ne veut pas arrêter l'intervention. Le client ne veut pas initier même la fin de l'intervention. Il veut continuer encore. Il a peur de laisser son thérapeute parce qu'il dépend encore de son intervention thérapeutique. Alors, en ce moment-là, le conseiller ou le thérapeute, le pasteur, doit examiner pourquoi l'individu ne veut pas arrêter l'intervention. Pour voir, parfois, le problème est résolu, mais il se peut qu'il s'est établi un lien affectif qui n'est pas du tout normal. Et en ce moment-là, il faut vérifier cette situation et arriver à trouver une solution à cette problématique. Le conseiller ne peut pas terminer la cure prématurément et dire, bon, moi j'ai terminé les 12 séances qui étaient fixées et c'est fini, on arrête. Non, le conseiller doit être très tendre, ouvert, empathique et sentir la souffrance de l'autre. C'est ainsi que le conseiller expérimenté va explorer avec les clients comment arriver à résoudre le problème, par exemple, d'attachement. Il peut avoir un attachement affectif, il peut avoir aussi un problème d'insécurité,
Comme le client peut aussi penser qu'il n'est pas vraiment à la fin de, son, de sa cure parce que son problème n'est pas encore entièrement résolu. À ce moment-là, il faut objectivement examiner qu'est-ce qui reste à traiter dans sa situation. Il faut avoir un rapport de la fin de l'intervention. Et dans ce rapport, on doit avoir le nom du client, la première date de rencontre du client, les coordonnées du client. On doit aussi savoir, n'est-ce pas, quel était le problème pour lequel le client est venu. On donne un résumé du problème. On doit catégoriser le problème, et c'était un problème affectif, un problème cognitif, un problème relationnel, un problème comportemental, un problème professionnel, un problème familial, un problème de couple, etc. On doit voir pour quel type de problème il arrive. On doit aussi avoir dans le rapport les types d'intervention qu'on avait choisi et les différentes étapes qu'on a suivies pour l'intervention. Pourquoi? Parce que quand on vous supervise, le superviseur doit connaître tout ce que vous avez fait, n'est-ce pas, de façon à vous aider à améliorer vos interventions, mais aussi à apprécier ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez aussi un jour publier des cas traités sur les cas traités et faire de cela des objets d'études scientifiques et thérapeutiques. Alors, la fin de la cure ou d'une intervention est un processus, comme vous avez constaté. C'est un processus comme l'atterrissage d'un avion. Et l'avion n'atterrit pas n'importe comment, vous voyez. Il y a tout un processus, n'est-ce pas? L'aviateur commence à diminuer la vitesse de son avion, en même temps l'altitude commence à baisser les niveaux, n'est-ce pas? Il quitte les ciels, n'est-ce pas? Il commence à baisser plus longtemps avant d'arriver à l'aéroport, n'est-ce pas? Et puis petit à petit, il va atterrir, et il laisse sortir le roue, et puis il va atterrir lentement sur l'aéroport. Il en est de même pour nos interventions. Progressivement, vous préparez votre client, vous préparez vous-même à vous séparer, n'est-ce pas? Lorsque vraiment le problème a été bien traité, bien soigné et que la personne est satisfaite de tout ce qui a été fait. Il se pourrait que vous puissiez avoir une référence à lui donner, un travail de suivi. Par exemple, pour ces problèmes comportementaux ou conjugaux, j'aimerais vous référer à un conseil conjugal qui va vous aider ensemble avec votre épouse et toute la famille. Ou j'aimerais vous référer pour ces problèmes familiaux à un spécialiste en génogramme et counseling qui va vous aider à mieux traiter les problèmes qui existent au sein de votre famille. Donc, la fin d'une intervention de votre part peut être l'ouverture d'une autre intervention plus efficace, mais dont la préparation a été faite par votre propre intervention. Et alors, c'est ce qu'on appelle la fin de l'intervention thérapeutique. Et cette intervention peut commencer, cette fin peut commencer par la 10e ou la 11e séance. Et pendant cette 11e séance, vous poserez la question suivante à votre client. Par exemple, il s'appelle Ngoy. Monsieur Ngoy, bonjour. Que pensez-vous de tout ce qu'on a fait jusqu'à date? Ça, c'est une question générale. Quel était votre problème au départ? Est-ce que le problème a été résolu selon vous? Et vous l'écoutez. Vous l'écoutez. Il peut vous donner un témoignage. Comment son problème a été résolu? Que pensez-vous alors de la suite? Est-ce que nous allons poursuivre les 2 séances qui restent et après on va arrêter ou bien on va planifier d'autres séances encore selon vous? Alors vous l'écoutez. Ils peuvent dire je pense que ce n'est pas encore le temps de terminer parce que j'aimerais traiter encore un autre problème qui était lié au premier que je n'ai pas pu exprimer au départ, etc. Alors, il faut être flexible.
Cette étape finale ne se fait qu'à travers un processus. C'est un processus. Même la fin de counseling est toujours un processus. Alors, ce processus peut faire face à des résistances du client. Ou alors, le client peut vous encourager à terminer. Ou le client peut être incertain. Il n'est pas certain de terminer. Alors, il peut résister à la fin du traitement. Il peut vous encourager à terminer le traitement. Comme il peut aussi avoir de l'incertitude. Il y a ces moments-là, et quand le client résiste, vous devez suivre, vous devez chercher pourquoi le client résiste et pense que le traitement n'est pas terminé. S'il vous encourage, vous devez aussi lui demander pourquoi il vous encourage, parce qu'il peut aussi se débarrasser de vous et aller chercher un autre, ou un traitement alternatif. Voyez-vous, c'est important que vous puissiez vous informer sur ce sujet. Et s'il y a de l'incertitude, pour terminer, vous devez aussi chercher à comprendre pourquoi cette incertitude. Donc, prendre 45 minutes avec le client pour comprendre la situation. La résistance peut aussi venir de votre part. Vous pouvez résister et dire non, je pense que je ne suis pas encore arrivé à ma fin, mais il faut tenir compte de la situation de votre client et de son opinion et de sa position, etc. Vous pouvez aussi demander la fin d'un traitement à la 6e, à la 7e séance, parce que tout semble bien, mais il faut toujours écouter l'opinion de l'autre. Par exemple, un thérapeute qui dit, je pense qu'après 3-4 séances, ça va maintenant, nous pouvons commencer à terminer nos rencontres, à finir nos rencontres, et qu'est-ce que vous en pensez? Et là, brusquement, le client dit, comment? Moi, je pensais qu'on va avoir 12 séances, vous voyez? Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas pu exprimer encore. À ce moment-là, vous restez ouvert à ce que les clients disent. Alors, il est très, très important de savoir bien discuter avec les clients à la fin de chaque séance, évaluer qu'est-ce que vous avez atteint, ou au début de la nouvelle séance, qu'est-ce que vous avez atteint et à la séance passée, et qu'est-ce qui vous reste à faire maintenant. Donc, chaque séance, chaque fois que vous vous rencontrez, vous évaluez ce qui a été fait et vous regardez ce qui reste à faire. Ainsi, d'évaluation en évaluation, à la fin de vos sessions, vous aurez une évaluation générale et vous pouvez conclure ensemble qu'est-ce que vous avez réalisé comme traitement et qu'est-ce qui reste à réaliser ou s'il n'y a plus rien à faire, eh bien, vous pouvez terminer le counseling et avec la satisfaction du thérapeute et aussi du client. Voilà donc les 5 étapes que vous devez retenir en counseling et c'est très important pour nous de retenir les 5 étapes, à savoir la première, je reprends encore, dès que le client arrive, vous prenez ces informations et vous vous mettez en relation avec lui, mais cette relation n'est pas une relation ordinaire, c'est une relation de travail thérapeutique. On ne parle pas de n'importe quoi, on parle de thérapie. C'est une relation entre un soignant et un soigné. Un thérapeute et un sujet de la thérapie. Et puis, c'est une relation entre un analyste et un analysant qui analyse le problème. C'est une relation entre un client et celui qui lui offre les services. Vous voyez? Cette relation doit être très humaine, cette relation doit être empathique, chaleureuse, une relation d'ouverture, respectueuse, n'est-ce pas? Ce n'est pas une relation commerciale, ce n'est pas une relation du type social ou familial, non, c'est une relation thérapeutique humaine, avec une densité humaine, n'est-ce pas, qui a pour but de venir en aide à l'autre avec les moyens qui sont à notre disposition, à savoir les différentes thérapies
émotionnelle, cognitive, comportementale, relationnelle, familiale que, n'est-ce pas, notre formation nous a donné. Il est évident que comme pasteur ou chrétien, le plus grand moyen qui est à votre disposition, c'est la parole de Dieu. Mais il faut savoir aussi l'exploiter sur le plan technique. C'est-à-dire aller chercher dans cette parole les dimensions ou les outils de traitement des problèmes émotifs, des outils de traitement des problèmes comportementaux, des problèmes cognitifs, des problèmes relationnels. Il y en a plein cette parole est pleine d'outils de traitement. Par exemple, quand on voit le cas de David, que nous revisiterons dans un cours spécial qui s'intitule David comme un cas psychothérapeutique et pastoral, et bien Nathan, qui a traité un tout petit peu comme prophète, mais pas comme un spécialiste en counseling, voyez-vous, mais comme prophète, il a traité un tout petit peu ce problème. Mais le problème demeure entier entre David, Bathsheba, Salomon, etc. Les conséquences seront énormes dans cette famille. Et si vous avez une telle famille à suivre aujourd'hui, prenons le cas d'une famille présidentielle dont les enfants sont nés de plusieurs femmes et qui se disputent l'héritier jusqu'au pouvoir, et qui se disputent plutôt l'héritage jusqu'au pouvoir. Comment, comme thérapeute, pouvez-vous aider ces gens-là s'ils vous consultent? Alors, établir la relation thérapeutique, c'est établir une relation de confiance, une relation d'empathie aussi, où vous sentez la souffrance de l'autre, et vous comprenez l'intensité de sa souffrance, de sa détresse, et vous essayez de le comprendre. Et puis vous vous mettez à l'écoute de son problème, c'est la deuxième étape, et vous devez savoir quelle est la nature de son problème. Vous devez identifier clairement son problème. Avoir au moins une phrase qui exprime clairement son problème. Voilà son problème. Quel est mon problème? Voilà ton problème. Et là, vous pouvez fixer le but. Si vous connaissez le problème, vous fixez le but. L'objectif sera de résoudre ce problème, de traiter ce problème, de gérer ce problème. Voyez-vous? Et alors, les interventions, quatrième étape, seront choisies en fonction du problème à gérer, à résoudre ou à traiter. Et à la fin, vous allez évaluer si vous avez atteint les objectifs plus facilement parce que vous connaissez le chemin parcouru. Et alors, en ce moment-là, vous pouvez savoir s'il faut terminer la cure ou référer la personne ailleurs ou continuer une nouvelle cure avec la personne. Voilà un peu en résumé, de façon claire et précise, ce que nous pouvons appeler la fin d'une intervention en counseling. Nous verrons dans le cours qui va suivre les autres applications de vos capacités en counseling, les autres domaines dans lesquels vous pouvez exercer en tant que thérapeute et pasteur spécialisé en psychothérapie. Que Dieu vous bénisse.